voilà, au mois de mars, avril, j'ai succédé à Jean-François Zorn. Et succéder à Jean-François Zorn, je suis certainement pas le premier, pas le dernier. C'est pas simple. C'est pas quelque chose qui se fait youpi tralala. Et puis j'ai fait pire que succéder à Jean-François Zorn, puisque Jean-François Zorn va géographiquement nous quitter. Il va déménager. Et donc j'aurais même plus quelqu'un pour régler. Alors là, on voit bien que les problèmes de Sonos sont pas encore complètement maîtrisés. Enfin, une multitude de tâches. Et ça a été l'occasion, puisqu'il va quitter notre académie comme membre titulaire, devenir membre honoraire. C'était l'occasion de remercier Jean-François pour ce qu'il a fait pour l'académie. Alors, vous êtes très nombreux à avoir fait énormément pour l'académie. Jean-François, on le marque aujourd'hui parce que nous le verrons moins à nos séances dans les temps qui viennent. Alors, effectivement, Myriam et Jean-François vont quitter Aulas pour Sanary-sur-Mer. Et au 1er janvier 2023, Jean-François va devenir membre honoraire de notre académie, comme nous l'avons décidé à notre dernière assemblée générale. Alors vous attendez maintenant évidemment à un éloge classique de Jean-François Zorn, de sa carrière universitaire, de son engagement pour l'Académie des Hauts-Cantons, et qu'est-ce qu'on va le regretter, et blablabla, mais il reviendra nous voir, et nanana, et nanana. Alors, je vais essayer de faire mieux qu'un discours classique de départ en retraite, et pour ça, on va marquer 3 petites étapes très courtes. Jean-François avant l'Académie des Hauts-Cantons, Jean-François Zorn à l'Académie des Hauts-Cantons, et puis on va s'interroger sur ce mystère Sanary. Pourquoi nous quitte-t-il pour aller à Sanary-sur-Mer? Jean-François Zorn est né à Lausanne, d'une famille d'origine allemande, et il a été élevé en Franche-Comté. Ayant sans doute repéré l'intelligence et le goût de son fils pour l'exactitude, son père le destinait à devenir ingénieur. Mais Jean-François se destine à la théologie protestante et il y accumule tous les diplômes de la licence au doctorat. Je glisse sur sa carrière à Paris, à Pau comme pasteur, au Togo comme professeur de philosophie, et le voilà de retour à Montpellier, où il a enseigné à l'Institut protestant de théologie de Montpellier l'histoire du protestantisme et de la missiologie. Il a obtenu une habilitation à diriger des recherches en théologie protestante de l'université de Marc Bloch à Strasbourg en plus. Jean-François a écrit et dirigé l'édition et la publication d'une multitude d'ouvrages. Quand vous tapez Jean-François Zorn sur Google, vous en avez 10 pages. Il est spécialiste de l'histoire du protestantisme, de la missiologie. Il est aussi président ou vice-président de multitudes de groupes et de sociétés d'études et de recherche sur ces sujets-là, notamment le Centre Maurice Lénard. On a parlé de Maurice Lénard à l'instant. Il est directeur honoraire de ce centre qu'il a créé en 2006. Mais en 2015, Jean-François Zorn est élu membre titulaire de l'Académie des Hauts-Cantons. Et en 2018, il succède à Romain Daudet, ici dans la salle. Oui, comme secrétaire perpétuel. Alors, au-delà de sa convivialité souriante, il apporte ses compétences déjà éprouvées dans le milieu académique, et ça c'est important, dans 5 domaines. L'habitude de l'événementiel, et nous fonctionnons en événementiel. La rigueur d'organisation, alors elle est légendaire chez Jean-François Zorn, le talent oratoire, l'habitude des publications et la fine connaissance du monde de l'édition. Et je me suis aperçu qu'effectivement, c'est un métier. Dès lors, dans un partenariat parfaitement rodé avec le président Jean-Pierre Daudet, que nous venons d'écouter, Jean-François va se déchaîner. Tout se négocie, mais une fois décidé, la mise en œuvre est implacable. Du plus général au plus petit détail, rien ne lui échappe. Jean-François est aussi rigoureux sur le fond que sur la forme.
mais il est aussi empathique avec tout le monde, soucieux des soucis de chacun et heureux des succès de tous. Et il gère l'Académie presque comme une paroisse, parce que c'est un peu sa génétique. Quel confort pour les académiciens. Jean-François consacre à l'Académie des Hauts-Cantons un quasi-temps plein. Et un quasi-temps plein. Toujours souriant, ou presque, nous avions l'impression que tout fonctionnait sans effort, dans l'élégance et la courtoisie. En tout cas, moi, j'en avais l'impression. Alors, on sous-estime la maintenance, la gestion des tâches quotidiennes, la correction des petits problèmes, la gestion de tous les imprévus. Et j'ai compris, en remplaçant Jean-François, j'ai découvert qu'il faut mettre du charbon dans la chaudière, puis tout vérifier, puis remettre du charbon, puis tout vérifier, puis remettre du charbon, puis tout vérifier. Et c'est sans fin. Et c'est alors que mon admiration pour Jean-François et le travail qu'il avait consacré à l'Académie a atteint ses sommets. J'ai aussi compris que quitter du jour au lendemain un tel sacerdoce n'était peut-être pas aussi facile que de changer de voiture ou changer de chaussures. Et ça m'a rappelé que Pierre Mauroy, en quittant son poste de Premier ministre en juillet 84, s'était enfermé pendant 15 jours dans un hôtel club pour ne faire que des longueurs de piscine et évacuer ainsi de son cerveau la tension des 3 années précédentes. Mais je crois que Jean-François a dû enchaîner, il n'a pas eu l'occasion d'aller faire la piscine. Donc on va essayer de corriger ça tout à l'heure. Alors pourquoi Sanary? Alors ça vraiment on comprend pas. En partant, Jean-François et Myriam, ils quittent le pays huguenot, le temple républicain d'Aulas, pour aller en pays catholique. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils quittent l'austérité sévenole pour l'hédonisme méditerranéen. Bizarre. Bizarre, ça leur ressemble pas. Enfin, ils quittent le presbytère, qui, comme Gaston Leroux l'a précisé, n'a rien perdu de son charme, pour un appartement urbain, en ville. C'est bizarre. Alors, j'ai fouillé dans ma mémoire et sur Internet pour essayer de comprendre, et je me suis rappelé que Sanary avait une particularité inattendue, qui pouvait peut-être expliquer cette opération. Sanary a été durant le XXe siècle, et particulièrement entre 1933 et 1944, la capitale artistique et culturelle de l'Allemagne et plus généralement du monde germanique, et bien au-delà même du monde germanique, de la littérature, d'une grande partie de la littérature mondiale. En effet, une multitude d'intellectuels et d'écrivains, peintres autrichiens, allemands, parfois juifs, toujours anti-nazis, ont séjourné et habité Sanary. Et pas que des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, même des Anglais, à nous secret, on va voir. Alors, on peut citer Léon Feuchtwanger, celui qui a écrit Le Juif Sus, Alma Mahler, la musicienne et veuve de Gustave Mahler, puis après épouse de Walter Gropius, et pas mal d'autres. Erich Maria Remarque, Franz Sessel. Franz Sessel est le père de Stéphane Hessel, et il est aussi connu grâce au livre d'Henri-Pierre Rocher qui s'appelle Jules et Jim. Il est le Jules du film de Truffaut, Jules et Jim. Voilà, Franz Sessel, parce qu'il a expérimenté le ménage à trois dans une logique psychanalytique formalisée, etc. Bien sûr, parce qu'à l'époque il fallait. Alors on peut citer, Sanary est devenu le centre mondial de la pensée philosophique et littéraire de l'époque. On peut citer alors la liste est immense. Heinrich Mann, Joseph Roth, la marche de Radetzky, Thomas Mann, qui a habité très très longtemps et bien au-delà de la période nazie, habité Sanary, Walter Bondy, le peintre, Arthur Koestler, qui a beaucoup séjourné, Stefan Zweig, qui quand il était à Londres est venu souvent à Sanary, Bertolt Brecht a habité Sanary, Aldous Huxley a habité Sanary et a écrit Le meilleur des mondes à Sanary-sur-Mer. Et la liste est bien plus longue que ça. Dès lors, tout s'expliquait. Sanary est toujours la capitale de l'exil littéraire et artistique. Et Jean-François y retrouve ses racines germaniques, peut-être, et il va dans l'atmosphère toujours vivante des plus grands auteurs de ce siècle.
Et il rejoint une longue liste de héros, et alors je l'ai rajouté, mais c'est pas du tout une plaque nécrologique du tout, hein, l'avenir j'ai rajouté en bas, alors ce qui est vraiment très commode avec Jean-François Zorn, c'est qu'il est toujours en bas des listes. Et là, manque de bol, Stefan Zweig passe avant lui, donc mon ordre alphabétique n'est pas respecté. C'est bien la première fois, et c'est la faute à la famille Zweig, à Arnold et Stéphane. Voilà. Donc un immense merci Jean-François pour tout ce que tu nous as apporté d'organisation, de rigueur. Bon, évidemment, j'ai découvert à ma façon, mais oui, je suis profondément admiratif de ce que tu as fait là, dans tous les domaines. J'arriverai jamais à faire aussi bien. Et alors, comme nous vous regretterons, Myriam et Jean-François, et comme nous sommes contents de vous offrir 3 nuits dans ce beau Palazzo du 7 au 10 février 2021. S'il y avait des problèmes, vous 2023. Et s'il y a des problèmes de date, vous m'appellerez. Voilà, merci infiniment. Je te ferai la bise après, Antoine. Merci infiniment, cher Antoine. Nous avons reconnu ton talent dans cette présentation. Tu nous as déjà donné plusieurs communications, ce qui fait d'ailleurs que tu es entré avec un émission de difficulté comme grand correspondant titulaire grâce à des conférences qui étaient assez décoiffantes et toujours très, très originales, avec beaucoup d'images et beaucoup de culture. Merci beaucoup, vraiment, chers amis, nous sommes, Myriam et moi, très touchés par ce moment d'hommage qui vraiment nous va droit au cœur et qui nous oblige. C'est vrai que nous partons, je vais vous dire quand même un peu plus pourquoi, mais qui nous oblige, ce n'est que nous revoir. J'espère, nous espérons rester en contact avec l'Académie, trouver des modalités de collaboration entre nous aujourd'hui, même si, comme je l'ai dit plusieurs fois, et je le répète, je prends ma 2e retraite. C'est-à-dire que j'ai abandonné 5 engagements associatifs, présidence, vice-présidence et autres choses comme ça, et partout, avec bonheur, la succession s'est faite. Et c'est bien fait, et à l'Académie au canton, c'est très bien, avec le couple présidentiel et secrétaire que nous avons là. Je crois que Jean-Pierre et moi, nous sommes heureux de cette transition qui se fait, qui a été difficile à cause du Covid aussi, qui a vraiment été difficile à mettre en place, et voilà. Donc, et puis nos caractères se sont un petit peu frottés de temps en temps, mais tout ça, c'est du passé. Bien entendu. Voilà. Alors, pourquoi nous partons à Sanary? Alors, c'est vrai que tout ce passé nous a frappé, parce que quand nous nous promenons dans Sanary, on espère que vous viendrez nous voir, parce que nous sommes dans un duplex où on peut vous héberger. Donc, pas de problème, on aura notre adresse. Pas tous à la fois. Nous avons effectivement découvert toute cette exil d'intellectuels, d'hommes de lettres, de femmes de lettres à Sanary, ça m'a beaucoup touché. Surtout qu'effectivement, j'ai, comme vous le savez, des ascendances allemandes. Mais en fait, le fait d'aller à Sanary est un peu différent. C'est un autre volet de ce coin où il y a eu du tourisme social après-guerre, et les parents de Myriam sont venus là, sur la colline de Portissol, où il n'y avait que des pins, pour, après-guerre, défricher et construire un village de vacances des associations familiales protestantes de Saint-Étienne et de Lyon. Ils ont bâti des petits bungalows en béton, et puis ils sont allés passer des vacances là-bas régulièrement. Myriam, ils étaient 5 frères et sœurs, dans la frégate, tout le monde arrivait avec la cocotte minute sous les pieds, et ils passaient le mois d'août à Sanary-sur-Mer. Donc il y a le Sanary catholique,
c'est un catholicisme traditionnel là-bas. C'est la communauté de Saint-Martin, avec les prêtres en robe dans la rue, etc. Mais il y a une communauté protestante qui a fait un travail social. Il y a aussi un centre de jeunesse UCJG, le Centre Azur, qui accueille beaucoup de groupes. Donc il y a un aspect aussi social. Et quand le papa de Myriam et sa femme sont revenus à Sanary pour terminer leur vie, ils ont pris cet appartement et il a vécu tout seul jusqu'à 97 ans dans cet appartement. Et avant de mourir, il a dit aux frères et sœurs, comme ça, bon, quand je mourrai, c'est Myriam et Jean-François qui viendront là. Bon, ça n'a été écrit nulle part. Et une fois décédé, c'était en janvier, les frères et sœurs ont dit, bon, alors vous venez. Et nous sommes venus. Et il y aura une indivision et nous serons à la fois pour une partie propriétaire, grâce à Myriam, et locataire de nos frères et sœurs. Voilà, c'est pourquoi nous partons. Et nous quittons donc ce presbytère que nous avons occupé pendant 11 ans et demi. Nous étions en location. Oh là, c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est grand. Et comme on a 75 ans l'un et l'autre, et encore à peu près la tête et les jambes, on s'est dit, c'est maintenant qu'il faut déménager. Voilà. Pardon pour ce petit aspect familial, personnel de notre départ. Avant de passer à la table, c'est quand même ça qui est important à l'académie aussi, je voudrais dire 2 ou 3 choses, des moments que j'ai vécu avec vous à l'académie. C'est pas un héritage que je laisse, mais c'est des impressions. Bon, je suis entré à l'académie grâce, faut-il dire grâce, oui, à Romain Daudet. C'est lui qui est allé me chercher, le coquin, m'a fait faire une conférence, 2 conférences sur Jacques Ellul, et puis ensuite on est passé à Daniel Broussous, famille de notre chère Annie Federbe, qui est partie, je crois, fatiguée. Annie Federbe, donc l'épouse du premier président que j'ai connu de l'académie, Daniel Broussous, encore un type extraordinaire, un missionnaire, décidément, ça me poursuit, peintre, photographe, médecin au Cameroun, et qui a fait un travail extraordinaire. Toutes ces photos sont recensées au ministère de la Culture, parce que figurez-vous, il a photographié tout le pays bamileke avant les événements de 1955, où pratiquement tout a disparu des grandes cases du Cameroun. Voilà encore un type qui, sans savoir, a fait un travail sans savoir, il n'imaginait pas sans doute ce qui allait se passer, il a fait un travail de protection écologique et toutes ces photos sont accessibles sur le site du ministère de la Culture. Daniel Broussous, donc, corps et âme, j'avais fait cette conférence, vous avez publié ça, nous avons publié ça dans les mémoires académiques. Ensuite, bon, est venu le président Alain Dimiglio, que j'ai beaucoup apprécié, et je n'étais à ce moment-là que mon correspondant, et puis Jean-Pierre et moi, nous avons commencé ensemble notre parcours, et nous avons fait un pacte en disant on reste ensemble jusqu'à la fin, et donc Jean-Pierre, je crois, prolongé d'1 an, n'est-ce pas, pour que nous puissions passer la main ensemble. Ce que je voudrais dire essentiellement, il y a eu un grand moment quand même pendant ces années d'académie, c'est la Grande Guerre. Ici, au Vigan, la commémoration de la Grande Guerre, et nous l'avons faite à travers un comité spécial qui était finalement complètement lié à l'Académie au Canton, qui est le comité mémoire du Pays Viganais 1914-1918. C'est encore Romain qui a lancé l'affaire. Bon. Mais c'est vrai que ce comité a très bien fonctionné pendant 4 ans. Il a obtenu 3 ans de suite le label de la Mission nationale du centenaire, qu'il a donné parce que 3 fois j'ai été auditionné à Nîmes devant des militaires, les préfets, etc., pour qu'on puisse avoir ce label et quelques sous à la clé. Au fond, pourquoi le comité mémoire du Pays Viganais 14-18 a eu le label? Parce que nous avons fait une commémoration dans un pays où il n'y avait ni opération militaire, ni casernement. Le premier caserne, c'est Saint-Hippolyte-du-Fort. Autrement dit, que s'est-il passé dans ce pays pendant 4 ans de guerre? Alors nous avons effectivement ranimé la mémoire de ce pays en allant faire, grâce à une centaine de personnes qui, à titre divers, certains pour quelques heures, d'autres pour des jours entiers, ont collaboré à cette commémoration qui a donné lieu à 30 conférences, 6 expositions, 3 concerts, et une belle exposition au musée Cévenol,
la Grande Guerre donc au pays libanais. Et si j'ai utilisé ce terme de synergie, c'est-à-dire que dans ce pays, sur lequel quelquefois on dit qu'il est pauvre, qu'il est en déclin, etc., il y a une vie associative considérable, et vraiment, je vous dis, c'est une centaine de personnes qui ont été mobilisées et qui ont participé à cette commémoration qui n'aurait pas pu avoir lieu sans eux. Bien sûr, nous avons le soutien de la mairie de Guingamp, de la communauté de communes du Guingamet, et puis du conseil départemental et de la mission du centenaire, puisqu'on a terminé, il y a là Ricardo, avec 1000 € de bénéfices. Ricardo, il avait le financier, le trésorier avant Eric Dumas, il aimait bien les recettes, n'est-ce pas? Il restait 1000 € à la caisse, malgré tout ça. Donc, ça a été, je crois, une belle réussite. J'ai d'ailleurs, en rangeant les archives, fait toute une revue de presse de ces 4 ans de commémoration. C'est là au petit local, vous pourrez un jour la consulter. Donc, ça, pour moi, c'est peut-être l'héritage que je transmets à l'équipe suivante. On peut faire énormément de choses avec les gens d'ici, avec les associations, sans perdre notre identité, bien entendu, de l'Académie des Hauts-Cantons, mais vraiment, je crois que ça marche. Et il y a eu un concert, je me souviens, à la salle des fêtes d'Avez, où il y avait 80 personnes, il y avait 4 chorales qui chantaient. Tous ces gens se connaissaient de toujours, et ils avaient jamais chanté ensemble. Et l'Académie des Hauts-Cantons, avec le comité mouvement, les a fait chanter ensemble, ils ont dit, mais c'est incroyable ce que vous avez fait. On va rien faire, on vous a mis ensemble, tout simplement. Hein? C'est vrai que ici, il y a beaucoup de cloisonnement, le vieux cloisonnement religieux, le cloisonnement social, le cloisonnement des gens d'ici, les gens pas d'ici, etc. Mais si on passe les frontières, vraiment, on peut faire des choses ensemble. Alors évidemment, avec les associations, avec les institutions publiques, avec la cité scolaire, vous avez, je crois, des projets avec la cité scolaire. Il y en a eu, il faut le poursuivre. Maintenant, il y a le campus connecté. Je crois qu'ici, au Ligan, dans le pays liganais, dans les CN méridionales, il y a beaucoup de richesses. Et je n'oublie pas l'ODEV aussi, hein, qui est dans les Hauts-Cantons. Et vraiment, je formule tous mes vœux pour la poursuite de cette académie, son dynamisme qui est démontré par votre présence régulière ici. Et je vous remercie infiniment de m'avoir donné de faire tout ça avec vous. Alors, moi, je voudrais dire un mot pour le départ de Jean-François, parce que c'est un des premiers membres que j'ai connus de l'Académie des Hauts-Cantons, et il est un peu responsable de l'attachement que nous avons, ma femme et moi, pour l'Académie des Hauts-Cantons, parce que nous avons trouvé que c'était quelque chose d'extrêmement convivial, sympathique, agréable, où les échanges étaient permanents. Et ça, je pense que Myriam et Jean-François ont une grande responsabilité là-dedans. Et je dois dire que quand il m'a annoncé son départ, franchement, ça m'a fait quelque chose, parce que le sentiment, je ne vais pas dire que je me sens orphelin, parce que il a beaucoup moins d'âge que moi, il est beaucoup moins âgé que moi. Mais enfin, j'ai le sentiment quand même de voir s'éloigner, on c'est pas bien loin quand même, ça n'arrive, on aura l'occasion de se revoir, un ami véritable, et je voudrais lui dire tout le plaisir que j'ai eu pendant ces 3 ou 4 ans où nous avons collaboré à la tête de l'académie, tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui, et la façon dont j'ai apprécié sa rigueur, justement, son intégrité totale, son engagement magnifique. Je te remercie, Jean-François, et toute bonne route à Sanary. Je vois que tu vas être en bonne compagnie. Merci de nous avoir renseigné sur le cheptel culturel de Sanary.